Alors ce séisme est le plus puissant à avoir frappé la région depuis plus d'un siècle. En revanche, la puissance du tremblement de terre n'explique pas à elle seule le nombre de victimes et l'importance des dégâts matériels observés. Non, une combinaison d'autres facteurs est à déplorer. Tout d'abord, la faible profondeur de son foyer et ensuite sa proximité avec une zone densément peuplée, aux constructions fragiles, des maisons en pisé absolument pas prévues pour amortir de telles secousses. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction à présent, Tariq Walalou, architecte. Bonjour monsieur. Bonjour. Avant toute chose, je précise que vous travaillez donc entre Marrakech et Paris et vous étiez, je crois, au Maroc lorsque s'est produit la catastrophe. Pouvez-vous nous dire d'un mot ce à quoi vous avez assisté ? D'abord, une grande panique. Je pense que ce n'est vraiment que le lendemain qu'on a compris ce qui s'était vraiment passé. La terre a tremblé à Marrakech, mais au-delà de la panique, on n'a pas pu mesurer ce qui s'est passé dans la montagne. La ville de Marrakech a été touchée, mais relativement peu. Et c'est très vite relevé. Et on a surtout assisté immédiatement à un élan de solidarité extrêmement émouvant. C'est un peuple qui a une capacité à donner ce qu'il n'a pas, partager ce qui reste, et qui nous rend tous très fiers, bien sûr, mais qui nous oblige maintenant à penser à la suite. Alors depuis 4 jours, on se focalise bien entendu sur le nombre de morts qui est l'indicateur le plus crucial de la catastrophe, mais pouvez-vous nous parler plus spécifiquement des dégâts matériels ? En l'occurrence, ce sont des villages entiers qui sont aujourd'hui en ruine, avec pour beaucoup des logements donc auto-construits, c'est bien ça ? Absolument. Bon, peut-être y a-t-il une certaine indécence à prendre de la hauteur pour parler du matériel quand c'est encore le temps des vivants et le temps des morts. Néanmoins, au-delà de la construction, qui est une construction assez robuste, en fait, la construction en terre, à tout sauf au séisme. C'est une construction très vertueuse. Très vite va se poser la question de comment on reconstruit, puisqu'on est dans un paysage de reconstruction, de l'équivalent de ce qu'on a vécu ici après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire ce sont des territoires entiers qui ont été rasés. Et donc une vraie politique, un choix doit être fait sur comment on reconstruit ces territoires-là. Est-ce qu'on fait fi de cette tradition quasi millénaire, de cette mode de construction qui n'est pas juste la matière, c'est aussi les formes d'habiter, les formes des maisons, qui proposent un rapport à la nature, un rapport aux communautés, un rapport à la ressource. Est-ce qu'on fait fi de ça pour tout reconstruire en béton, sachant qu'il va y avoir une stigmate liée à cette forme de construction ? Est-ce qu'on reconstruit à l'identique, ce qui paraît impossible, ou est-ce qu'on imagine des formes de construction qui utilisent ces structures traditionnelles et qui les amènent dans le XXIe siècle ? Effectivement, ce sont des façons de vivre, c'est une organisation sociale, donc toute la question sera de savoir comment concilier l'implication des habitants dans leur lieu de vie et avec ce qui prévalait jusqu'ici, donc la nécessité effectivement de reconstruire rapidement. Quel peut être le rôle aujourd'hui de l'architecture face à une catastrophe, donc comme celle-ci? On imagine qu'il faut trouver un point d'équilibre, vous le rappeliez vous-même en introduction, entre les priorités absolues, qui sont sans lien en l'occurrence avec votre travail d'architecte, la recherche des survivants, la satisfaction des besoins vitaux, et puis cette préparation de la reconstruction qui, elle aussi, est urgente. Le rôle de l'architecte, c'est de penser, c'est de produire le plus vite possible, sachant que l'urgence, c'est pas notre métier. La post-urgence, toujours pas. Par contre, la reconstruction, ça l'est. Et ça veut dire retravailler sur des relevés, identifier les modes d'habiter, réimaginer un rapport à l'infrastructure, travailler sur des filières de production pour ces matériaux traditionnels, trouver des formes d'implication des populations dans la reconstruction de leur propre environnement, parce qu'au fond, vous parliez d'autoconstruction, ça ne doit pas du tout être quelque chose de péjoratif. Les gens qui participent à la fabrication de leur environnement offrent aussi des formes d'appropriation qui sont puissantes. Et donc, la mise à distance par l'architecture, par la reconstruction, par l'État, n'est pas toujours qu'une très bonne chose. Donc, notre rôle est essentiel, pas central, mais essentiel. Certains sites patrimoniaux importants étaient en grande partie détruits. Pourra-t-on reconstruire ces édifices ? Là encore, il faut y réfléchir dès à présent. On pourrait penser que pour ces sites parfois symboliques, l'urgence est moins grande. L'urgence est moins grande, mais pas leur nécessité. Je prends l'exemple de la mosquée de Tinmel, qui a plus de 900 ans, qui est un bâtiment extraordinaire et qui a quasiment disparu. Et les traces sont encore là. On a la chance, ou cette particularité au Maroc, que les métiers qui ont fabriqué ces bâtiments il y a 900 ans existent encore.
Donc le débat sur les formes de la reconstruction se pose peu. Par contre, les ressources, elles sont très limitées. Et il faut vraiment profiter de cet élan absolument extraordinaire que l'on vit au Maroc, mais aussi dans le reste du monde, pour cristalliser les énergies et demander aux gens de participer dès maintenant à un effort que l'on sait va durer des années et pour lequel les gens vont s'essouffler très vite. Merci Tariq Oualalou, architecte, d'avoir répondu à l'invitation de France Culture ce midi. Et merci également à Aloïs Guérin pour la préparation.